Bon, en gros, ton message, c'est rien n'est comme ce que ça paraît être, finalement, quoi. Oui, oui, c'est un peu mon message où il faut voir les choses plus terre à terre aussi. C'est-à-dire que le général chilien tortionnaire, c'est pas une brute épaisse. C'est un type très cultivé, Hum, raffiné. oui, oui. Hein. Euh, Même chose avec le taliban qui s'évade de Guantanamo. Hum, Euh, C'est-à-dire, bon, il n'y a pas de personnage à une dimension. Tout personnage a plusieurs dimensions, quoi. c'est ça, c'est ça. C'est c'est ce que j'essaie d'exprimer. C'est peut-être plusieurs facettes de moi aussi. De, beaucoup de gens me disent c'est autobiographique, je ne vais pas du tout. Mais Hmm. en fait, oui. En fait, oui. Oui, parfois, même dans mes personnages, du général chilien et de l'amiral chilien aussi, qui est peut-être même plus méchant que l'autre, Hmm. si on veut. Il y a peut-être aussi un autre côté de moi-même, je ne sais pas. Hmm. Je ne sais pas, toute cette espèce d'amour pour les langues, pour la science, pour la culture, tout ça, ça peut... Ça, c'est un côté qui m'a toujours beaucoup fasciné depuis, depuis ma lecture de... Parce que j'aime beaucoup la littérature de mon continent, dans le partage des eaux, le livre Alejo Carpentier. Il y a cette fameuse scène, parce que c'est un soldat qui... Bon, le personnage a été soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale et il se trouve qu'il est là à la libération des camps de concentration nazis. Et une fois, c'est pour ça qu'il c'est un musicologue aussi, mais il a une détestation particulière de la 9e de Beethoven. Parce que quand il était dans le camp, justement, ces prisonniers allemands, les anciens tortionnaires, à un moment, ils sont mis à chanter la 9e de Beethoven depuis tous ces décalages, le dégoûte complètement. Euh, voilà. D'ailleurs, un passage de Vallée des larmes où je fais beaucoup référence à ça, parce Hmm. qu'il y a l'amiral chilien qui raconte aussi, parce que lui aussi il a été envoyé comme attaché militaire en Allemagne avant que le Chili ne déclare la guerre à l'Allemagne, vers la fin de la guerre. Et justement, toute l'histoire, voilà, voilà, la vallée de larmes, tout ça, c'est quand même un grand pan de l'histoire que je raconte. À partir de cette femme, le personnage principal, né une année, bon, non, même pas une année, quelques mois après le coup d'État, c'est-à-dire conçu quelques jours avant le, le coup d'État de 73. Et, et elle, élevée dans la grande bourgeoisie chilienne, il se trouve en fait des deux côtés de la barrière. Il peut voir le monde avec les deux points de vue. Bien sûr, il choisit un. J'imagine que vous devinez lequel. Mais après toute une espèce de parcours initiatique assez douloureux, d'ailleurs, où elle vit en chair propre une certaine réalité de son pays, peut-être un peu fantasmée, parce qu'il y a des scènes assez dures dans le livre, des choses qui, j'espère, ne sont jamais passées au Chili, mais ça se passe dans sa tête. C'est une espèce de métaphore de ce que c'est que le martyr de... Même pas le peuple chilien, moi je dis à la fin, oui, c'est des peuples, des petits peuples, des gens qui n'ont pas le pouvoir, qui n'ont même pas le pouvoir de s'exprimer. Et, et moi, peut-être j'étais sensible à ça, malgré mon parcours pas très militant, ni de classe défavorisée, mais peut-être par... Oui, encore sur autobiographique peut-être, parce qu'à un moment j'ai eu des sérieux problèmes économiques et je me suis mis un peu dans la peau des gens qui ont vraiment des problèmes économiques. Voilà. Voilà, et c'est l'effet que peut causer la fameuse main invisible
qui en principe est censé réguler tout pour que tous les gens soient heureux, mais c'est en fait quelque chose qui est très dur, qui est très oppresseur, et là, la métaphore de la main invisible aussi vient, mais pour tous les dégâts que ça peut entraîner. C'est une autre manière de dire la dictature du marché, quoi. Voilà, même si j'en parle pas vraiment dans mes œuvres, j'en parle plutôt des dégâts concrets. Par exemple, mon premier livre, L'Empire de la Liberté, c'est une histoire de la conquête du monde, mais militaire, des États-Unis, du monde par les États-Unis. Je ne parle pas d'économie parce que c'est très abstrait, mais bon, je crois que ça va, puisqu'ils sont les plus riches et ils sont les plus puissants, parce que ça coûte cher toutes les armes. Et bon, pour finir, pour aller quand même pas pour trop s'éloigner, il y a ma vision un petit peu comme ça, décalée des choses. J'ai mon dernier livre qui est, certains l'appellent un UBD ou plus exactement une nouvelle illustrée. C'est pareil, c'est voir le monde de l'autre côté de la barrière. C'est l'histoire, je n'aime pas trop raconter, mais bon, là c'est l'histoire d'un taliban, un vrai taliban, un taliban méchant, comme on dit, un taliban convaincu qu'il était dans la bonne voie, qui est prisonnier, qui se trouve prisonnier dans une base militaire états-unienne, mais qui n'est pas aux États-Unis, parce que ça salirait trop la terre sacrée. Et donc, il se trouve qu'ils ont une base militaire à Cuba. Ils appellent ça Guantanamo, mais Guantanamo, c'est une ville assez sympathique à Cuba. C'est dans la province de Guantanamo. Et sans le consentement du gouvernement du peuple cubain maintenant. Mais c'est parce qu'ils ont fait, justement, quand ils ont libéré Cuba, comme ils disent, en 1898, ils ont fait un contrat de cession d'un territoire pour surveiller le futur canal de Panama, qui était en construction, avant qu'il devienne états-unien. Le canal était français. Mais il savait qu'il allait avoir un canal là, et c'était un point stratégique pour le passage, le détroit entre Cuba et Porto Rico. Il leur fallait une base militaire là, et bon, donc c'est un prisonnier taliban là qui s'échappe et il débarque. Bon, ça c'est le début du livre, mais il débarque pas, mais il sait même pas nager, mais bon, il nage comme il peut. Et quand il est sur le point de défaillir, il voit enfin la terre et un énorme panneau qui est marqué dans une langue qu'il ne comprend pas, mais il sent ce que ça veut dire. Il dit, je le dis en espagnol, parce que vous allez comprendre, c'est Bienvenidos a Cuba Socialista, territorio libre de América. Là, ici, dans ce continent, il trouve que c'est une plaisanterie. Mais bon, est-ce que le Mexique c'est un territoire libre ou les États-Unis c'est un territoire libre? Comme ils disent, oui, c'est la liberté. La liberté de quoi faire? La liberté de manger à sa faim. Tout le monde peut manger à sa faim. De voyager où on veut. On dit, ah oui, c'est libre. Les Mexicains qui veulent aller aux États-Unis, il y a beaucoup, il y a des millions qui veulent aller. Ils y vont cachés, clandestins, certains meurent. Voilà. Bon, voilà. Donc c'est ça, c'est la conjonction de deux contradictions. Un pays qui adhère à une idéologie comme quoi la religion est l'opium du peuple, et un peuple dont les bases fondamentales c'est la religion. Voilà. Et bon, vous verrez ce qui se passe. C'est une tragédie musicale, parce que ça s'est fini mal, quoi qu'il y ait un épilogue où il y a eu une certaine ouverture, mais bon, mais c'est une tragédie musicale. En fait, c'était une histoire pour faire un film. Pareil, si on fait un film, ça c'est à l'appel au producteur, ça serait génial, parce que
c'est avec des tas de numéros de musique, comme le nom l'indique, Talimambo Number 5. Ça fait référence au mambo numéro 5 de Pérez Prado. Et si on fait un film, bon là il y a des dessins, au moins ça rend un peu une vie à ce que était le projet original. Il faut faire des tas de numéros de danse, parce qu'à un moment il va dans des nightclubs cubains. Donc il faut avoir des numéros comme dans les vieux films mexicains des années 50, où il y avait ces grandes actrices comme Nino Sevilla, cubaine d'ailleurs, Nino Sevilla, ou une autre aussi, il y avait la chanteuse Rita Montaner, il y avait Pérez Prado, tout ça au Mexique, parce que le Mexique c'était le grand centre de la culture latino-américaine, et c'est là où c'est les films, c'est là où y allaient les musiciens cubains, bien avant la détestable et horrible révolution cubaine de 59. Ils allaient au Mexique non pas pour fuir Castro ou quoi que ce soit, mais c'est parce que c'était l'endroit à y aller pour être connu mondialement. Les grands musiciens de danson cubains, ils ont fini leur vie au Mexique. Pérez Prado, Benny Moré. Benny Moré d'ailleurs, il a une chanson où il chante, où il dit qu'on est pareil, les Cubains et les Mexicains, qu'ils dansent pareil, qu'ils bougent la ceinture de la même façon et aussi bien que les Cubains, les Mexicains. Voilà, pas moi je danse pas. Enfin, mais est-ce que la philosophie de Taliban Number 5, est-ce qu'on peut la résumer par la phrase « Un taliban peut apprendre à danser le mambo ». Voilà, mais ça oui, je croyais que tu avais sorti une phrase très cliché, et c'est exactement ça, génial. C'est pour ça qu'on s'entend bien, Fausto et moi. Oui, exactement. Un taliban peut apprendre à danser le mambo avec des femmes, en plus. Des femmes. Je suis convaincu. Et ça, c'est un message qui bouscule tous les stéréotypes qui ont cours dans le monde arabe et musulman et en Europe à propos du monde arabe et musulman, oui, sur l'irrémédiable inimitié entre les religieux et les laïcs. Oui, voilà, tout ça. Et aussi, de l'autre côté, l'horrible régime de Cuba qui oppresse le peuple. Et que c'est peut-être à l'endroit où les gens, en général en Amérique, ils vivent un peu le moins mal que les autres. Parce que moi, je connais le Mexique. J'ai habité un moment au Mexique, dans un quartier assez huppé. Il y avait un monsieur qui dormait dans les poubelles. Voilà. Mais à Washington, tu es bien d'accord avec moi, on considère tous les types de barbus comme des ennemis à titre égal. Ah oui, les barbus, c'est vrai. Hein? C'est vrai qu'ils sont... Tu sais que l'ambassadeur américain en Bolivie, avant les dernières élections en Bolivie, avait déclaré que Evo Morales était le Ben Laden des Andes. Ah, ça je ne savais pas. Mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est le barbu de tous les pays. Unissez-vous. Oui, oui. Et donc, il faudrait que tous les barbus qui sont objets de cette vision réfléchissent à ça, aux implications de ça. Oui, oui. Pour leur stratégie et pour leur tactique. Oui.